Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Fenolé. André aqui, quem fala, sommelier aqui em Bordeaux. E hoje vai ser um dia bacana e diferente, porque eu vou fazer uma visita aqui a uma propriedade, um produtor aí bem legal, que ele vende no Brasil, que vai ser legal também para vocês aí descobrirem mais um produtor. Então convido vocês a ficarem no vídeo e a gente vai até lá, vai bater um papo, vai conversar sobre bastante coisa. Espero que seja um papo onde vocês possam aprender um pouco mais também sobre, enfim, Bordeaux, sobre vinhos e sobre tudo aquilo que a gente gosta. Então, já sabe, né? Segue aí o canal, deixa seu like, não te custa nada e ajuda bastante o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos comigo? Simbora! Muito bem, chegamos aqui. Aqui a gente está na região do Entre-deux-Mers, mais ou menos uns 30 minutos vindo aqui de casa, então nada muito distante. E vamos lá então, bater um papo com o produtor, conhecer um pouco mais da propriedade. Bora comigo. Ça va et toi? Étienne Carteron, je suis la 6e génération à Châteaupenin et je vous emmène visiter. Bah, super, merci. Allez. Allez. On a un âge moyen là de... Alors ici on va être sur des vignes entre 30 et 35 ans. Donc ça reste pour nous des vignes qui sont très jeunes. Ok. Vers là on va être sur des vignes entre 40 et 50 ans. Et si on pousse un peu plus loin, on est sur des vignes centenaires. Bien. Donc on a différents terroirs. Ici on va être sur un terroir de Grave. Ok. La Grave c'est facile de la reconnaître parce que c'est tous les cailloux qui sont comme ça. Qui sont roulés, en fait, qui ont été roulés par les eaux. Okay. L'eau a poli le caillou. Tout ça, on peut dire qu'avant, il y avait de l'eau. Okay. Donc ça, c'est notre premier terroir. Notre deuxième terroir, qui est situé dans les hauteurs du village, c'est des argilo-calcaires. Donc c'est exactement les mêmes terroirs qu'il y a à Saint-Émilion. Alors les cabernets, on va en avoir, la plus grosse partie va être sur les Graves, parce que c'est des cépages qui ont besoin de beaucoup plus de chaleur pour mûrir, donc un sol chaud. Okay. Mais on a fait un test sur des argilo-calcaires et ça donne des choses très fines, plus tendues que sur des Graves. Et on arrive quand même à maturité. Parfait. Donc là, la grosse majorité, j'imagine que ça va être le Merlot, encore. Merlot Cabernet est en Franc. Cabernet Franc. Et en blanc, Sauvignon blanc, Sauvignon gris et Sémillon. Et l'année dernière, on a planté Gros Mansin. On adore le goût. Ouais, j'adore le goût, j'adore l'aromatique. Le Gros Mansin, c'est bon. Donc là, par exemple, que vous plantez là le Gros Mansin, c'est plutôt pour des essais et pour faire du vin de France, c'est ça? Oui. On veut faire un second blanc. Et on s'est dit le Gros Mansin, c'est pas mal. Et dans les cépages qu'on va replanter du chenin sur une sélection massale. On va replanter du Jurançon noir en rouge. Le cépage qui a été un peu oublié, on dirait. Exactement. Et du Mansin, qui est un vieux cépage de Bordeaux, un cépage rouge. Quand on parle de réchauffement climatique, on sait toujours qu'il y a une problématique beaucoup plus évidente pour le Merlot. Oui. On se quoi de ça? Alors, j'ai pas la réponse exacte. Mais c'est sûr que le Merlot, arrivé à un moment, arrivera à trop de maturité à Bordeaux. À Bordeaux. Si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça, ouais. Mais on verra. Ouais. Mais il y a un sujet. Il y a un vrai sujet. Pourquoi c'est important? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est améliorer la biodiversité que j'ai dans mon vignoble. Dans la vigne, en fait, j'ai des insectes qui sont des nuisibles, par exemple des papillons ou des vers, qui vont pondre dans le raisin, éclater la baie et la faire pourrir. C'est pas bon. Ou j'ai des escargots qui vont venir manger des bourgeons. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc pour contrecarrer ça, j'ai soit des oiseaux qui vont venir en fait manger les escargots ou manger les bestioles, ou je vais avoir des coccinelles ou des araignées qui vont venir manger les papillons ou manger les petits vers. Si j'ai pas des arbres, des abris pour eux, ou des endroits où ils peuvent grandir, ils seront pas là. J'ai rien qui va venir. La seconde raison, c'est créer des espaces de fraîcheur et des espaces d'ombre. Donc ça, c'est pour contrecarrer
tout ce qui est réchauffement climatique. Troisième raison, ça va être une sorte de barrière aux maladies. En fait, on s'est aperçu que les haies, elles attrapaient la maladie. Une fois qu'elles attrapent la maladie, elles relâchent des phéromones dans l'air qui, pour dire en fait aux autres arbres de son espèce, ah ben je suis malade. C'est exactement le même principe que quand vous rentrez dans une forêt, il y a un oiseau qui chante. Il prévient en fait les autres oiseaux qu'il y a quelqu'un, il y a un intrus. Même si, et en faisant ça, il prévient toutes les espèces. L'arbre, c'est pareil. Avec ses phéromones, il va prévenir toutes les espèces, comme quoi il y a une maladie. Et donc la vigne va commencer à se protéger et à faire des anticorps. C'est ça qui va se passer en fait. Et donc la vigne, en fait, elle arrive à peu près à se défendre contre la maladie, ou en tout cas à être moins malade, si elle est prévenue en avance. Nous, on ne travaille plus les sols, on plante différentes semences. Donc on va planter du radis et des légumineuses pour décompacter naturellement le sol, parce que ça fait des grosses racines. On va planter du blé, du trèfle, de la févrole pour amener de l'azote au sol, des nutriments. Donc on va attendre qu'elle fleurisse et après on va la couper. C'est exactement comme nous, plus on est fatigué, plus on attrape de maladies. Moi j'ai des jumeaux aujourd'hui, ils ont 1 an et demi, je suis plus fatigué qu'avant, donc je suis plus malade qu'avant. La vigne c'est exactement pareil. Plus elle est vigoureuse et qu'elle est en bonne santé, bons nutriments au bon moment et que les sols sont vivants, moins elle aura de maladies. Parce qu'on s'est dit la seule chose qu'on va transmettre à la prochaine génération, c'est une vigne et des terres. Les bâtiments, ça s'effondre, ça se casse, faut qu'on les remplace, faut qu'on les rénove. Les machines, c'est pareil. La seule chose qui peut rester de génération en génération en génération, c'est la vigne et la terre. Donc, plus elle est vivante, plus facile ça sera pour la prochaine génération. Donc, si j'ai un très bon sol, avec aucune semelle à l'intérieur du sol, donc j'ai un sol qui n'est pas du tout compacté, va faire que la plante va aller chercher plus profondément et va essayer de faire des racines droites. Donc ça, c'est intéressant. Si par contre, j'ai des semelles, la plante va faire des racines le long. Et donc, j'ai des racines qui vont s'entremêler et qui vont se nouer, créer des nœuds et vont potentiellement casser ou vont créer des strangulations entre elles et donc va asphyxier la plante juste parce que j'ai créé des semelles. Si vous passez en tracteur tout le temps, vous avez forcément des semelles. Potentiellement, je dis potentiellement, il y a plus de strangulation que de bénéfices. Ici, sur le village, il y avait 70% de malbec à la base. Et en 56, il y a un gel. Tous les malbecs meurent. Il y en a très peu qui restent. Et donc, chez le pépiniériste, ce qui restait et ce qui avait le plus, c'était du merlot. Étant donné que là, il y avait beaucoup de demandes, le pépiniériste n'a pu offrir que du merlot. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi on a replanté du merlot ici. Nous, on a une parcelle, une toute petite parcelle de malbec. On fait un 100% malbec, où c'est des très vieilles vignes qui font à peu près 1,20 m de hauteur, donc c'est des très grands pieds qui ont évité le gel à cette époque. C'est pour ça qu'on les a gardés. Pour moi, une vieille vigne, elle a plus de 60 ans. Une vieille vigne, ça a un système racinaire qui est plus développé. Donc ça va chercher plus en profondeur, plus proche de la roche-mère. Donc ça va aller chercher des minéraux et des nutriments qui n'existent pas sur les premières couches du sol. Et donc ça va amener de la complexité au vin et au raisin. Donc une vieille vigne va donner des vins plus concentrés et plus complexes qu'une jeune vigne. Et une jeune vigne, pour nous, jusqu'à 50 ou 60 ans, elle est jeune. Une vigne, ça peut vivre pendant 300 ans sans problème, donc il faut être sympa. Alors, on fait des macérations à froid sur à peu près tous les vins. Elles vont durer entre 2 et 4 jours, grand max. Après, on fait des remontages classiques. On va faire des remontages assez lents. Donc, le but, c'est de ne pas trop triturer le vin, que ça soit très lent et très doux. Et après, on goûte tous les jours. Si on trouve que ça commence à être un peu trop dur, on va soutirer.
Donc on va séparer les jus, c'est pour ça qu'on a une cuve hors sol et une cuve dans le sol. Ah, À chaque fois, on utilise la gravité pour soutirer. soutirer. Exactement. Une fois qu'on a soutiré, on va enlever le marc, on va le presser et on va mettre toutes les presses dans des cuves à part. On va goûter les presses, soit on les laisse à part, Soit vous soit allez on les réassemble. Tout dépend de ce que ça donne. Tous les élevages en bois sont faits comme ça. Dans cette pièce, oui. Peu à peu, on remplace les 225 par le plus du grand. 500 ou du 400. On veut moins boiser les vins. On veut avoir moins d'impact et on va avoir une plus grande surface de micro-oxygénation. Avant, tout ce chai, quand j'étais moi petit, tout ce chai, c'était que des 225 et c'était sur 2 étages. Normalement, ça va durer combien de temps l'élevage? 12 mois, entre 12 et 14 mois, pour faire fondre les tanins et pour ajouter de la rondeur. C'est quel chêne français? C'est que du chêne français. Chêne français, dans un tronc d'arbre, on va faire des douelles et il n'y a pas la douelle et d'un seul trait. Chêne américain, c'est recomposé. Normalement, en chêne français, on n'utilise que les meilleures parties du tronc d'arbre. En chêne américain, on va pouvoir réutiliser d'autres parties et donc on va pas avoir une homogénéité sur la douelle. C'est ça la grosse différence en fait qu'il y a aujourd'hui. Et donc les arômes vont pas être les mêmes. Si sur une seule douelle, j'ai ça qui est du jeune bois, ça qui est du vieux et le reste qui est du jeune, mon aromatique va être différente. Même si j'ai une même chauffe sur tout le bois va pas l'absorber pareil. Bom, agora chegou a hora que é a mais legal, né? Que é a hora de degustar. E a gente vai fazer aqui uma bela de uma degustação, na verdade. Porque tem todos os vinhos aqui que ele produz, na verdade, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre cada um, que ele vai explicar também. A gente vai trocar un pouquinho d'idées sobre isso. Donc là, on a toute la gamme du Château Penat. Si on visite des propriétés ici à Bordeaux, normalement, on va avoir 1, 2, 3 vins. Donc là, on a plein d'options. On a du blanc, du rosé, le clairé. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre o clairé. On commence par le rosé là. Donc ça, c'est un rosé de presse sur des argilo-calcaires. Avant, on le faisait que sur des argiles, mais on voulait donner un côté salin à notre vin. Donc on est allé chercher des argilo-calcaires. On a une parcelle de merlot sur des argilo-calcaires qu'on va intégrer dans ce vin. Et après, c'est la majorité Cabernet. Cabernet Franc? C'est Cabernet Franc. Donc on parle de Cabernet Franc Merlot. Bon, on va goûter là. Le nez est très joli déjà. C'est vraiment la framboise, là, les fruits rouges très frais. C'est ça, c'est des fruits assez croquants. Ouais, c'est le nez que j'aime bien, j'adore. Ce côté salin là, à la fin. Exactement. Très joli. Ça, je vous montre ça, le Château Penat rosé. É possível de encontrar no Brasil, inclusive. Super. Très très bon. Le blanc. Là, on a 2-3 cépages, un Sauvignon blanc, mais c'est une grosse majorité Sauvignon blanc. On a à peu près 80% de Sauvignon blanc et dans ces 80%, il y a 62 blancs et 40 degrés. Quand on parle de la différence des deux cépages, les Sauvignon blancs, c'est beaucoup plus les côtés citronnés. Oui. Et aussi le côté, on dirait, les fruits exotiques. Ouais. Ça tire un peu à ça. Mangue, ananas, tout ça. Oui, mais là quand même, mais c'est pas forcément facile de trouver ça à Bordeaux. Non. Le Sauvignon blanc à Bordeaux, c'est toujours un peu plus gras, un peu plus. Il n'y a pas cette aromatique forcément. Ça, c'est plutôt une aromatique qu'on trouve dans la Loire. Ouais. Quand j'ai goûté ton vin, je me suis dit, ah, ça c'est le Sauvignon blanc, ça ressemble beaucoup à ce que je trouve dans la vallée de la Loire. Pourquoi tu expliques ça Alors, nous, c'est le terroir, c'est que des terroirs argilo-calcaires. Aucun blanc sur un autre terroir. C'est très joli. Et après, c'est quand c'est qu'on le ramasse. En fait, nous, nos blancs, on les goûte tous les jours parce qu'on veut. Le blanc, ça dévie très vite en surmaturité. Donc, il faut savoir le bon jour pour qu'on ait assez d'acide, assez de tension et quand même du goût. Parce que si on n'a pas de goût, ça reste quelque chose de très plat.
On va pas avoir de milieu de bouche et on va se trouver avec quelque chose qui est très acide et plat, donc de l'eau acide, c'est pas très bon. Vous faites vraiment attention. Donc on fait attention. Donc on va vraiment faire la différence de chaque parcelle et on va les vendanger pas au même moment. Donc j'ai des parcelles j'ai des sauvignons blancs de 45 ans, qui sont considérés comme des vieux sauvignons blancs. Et en face, j'ai des sémillons. C'est le même terroir et je vais les ramasser pas en même temps. Et juste à droite, j'ai des jeunes sauvignons blancs que je vais encore ramasser pas en même temps. Même avec le même sol et le même cépage, l'âge de la vigne va compter aussi. Ça va compter, c'est important. Et là, pour moi, une chose que j'aimerais bien dire aussi, je sais pas si tu sais expliquer ça, mais les côtés la pipi des chats du Sauvignon blanc, moi je n'aime pas. Moi non plus. Mais c'est très facile de trouver ici à Bordeaux. Oui. C'est quoi, c'est un Sauvignon blanc qui est pas très mûr, qui est très vert, je sais pas. Pas forcément. Soit il va être pas très mûr, soit très mûr. Donc c'est caractéristique du Sauvignon. Mais nous, c'est quelque chose qu'on veut éviter absolument. En fait, c'est très identitaire du cépage, mais c'est pas quelque chose qui, moi, me plaît. Ah, là, c'est un vin que je trouve même un peu... qui est très bien pour faire des jolis accords. C'est pas forcément pour commencer un repas. C'est vraiment un vin pour faire des jolis accords. Et très abordable. Pourquoi les noms Cabanes? C'est en fait... Tous nos blancs, ils sont au milieu d'un vieux bois, à côté de là où on a grandi, et c'est le bois où on faisait nos cabanes. C'est des petites cabanes quand on était gamin. Clairé. Alors, eu vou falar em português bem rápido, mas o Bordeaux Clairé é um estilo de vinho que basicamente remonta à história de Bordeaux. O começo de Bordeaux era sempre com Clairé. Os ingleses compravam isso daqui. Os ingleses parlaient ça de Claret. Enfim, é um tipo de vinho que Bordeaux esqueceu de fazer. Ele não é nem um rosé e nem um tinto. Il est vinifié comme un rouge au début. Ouais. C'est ça. Mais après, c'était comme si on faisait un rosé, je dirais. Ouais. On pourrait dire un rosé de macération. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est différent d'un rosé de macération. Oui. Tu peux expliquer un peu ça? Alors, au départ, c'est exactement comme un rouge, c'est-à-dire qu'on remplit la cuve avec les baies de raisin. Un rosé, on va presser. Là, on remplit toute la cuve avec des baies de raisin. On va faire une macération à froid. Et le but étant d'extraire de la couleur et beaucoup de fruits. On va faire un tout début de fermentation avec ces baies de raisin et après on va séparer les jus. Et on va faire toute la fermentation sur ces jus. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer du fruit, un peu de tanin, pour qu'il y ait de la structure et pour que ça puisse se garder. Mais on veut pas qu'il y ait trop de tanin. Donc c'est pour ça qu'on sépare les jus et qu'on fait après toute la vinif sur les jus. Donc on a un vin là qui est pas comme un rouge, pas comme un rosé, quelque chose dans le milieu. On a même la couleur là. Ça ressemble beaucoup à certains pinot noirs, des fois. Complètement. Ouais, c'est un peu comme ça. Et c'est le seul vin, donc on peut le boire à l'apéro frais ou on peut le boire à température ambiante. C'est moi un vin où j'arrive à faire tout un repas dessus. Donc je peux le boire en entrée sur des tomates mozza. Je peux le boire en plat sur de la nourriture épicée, en fait, tout ce qui est nourriture indienne, ça marche très bien. Et je peux le boire en dessert sur des fraises. Sinceramente, é uma coisa que eu acho que é um vinho super moderno, inclusive. Eu acho que o Clairé de Bordeaux tem ainda muita coisa a se fazer. On est 1% à Bordeaux. Et c'était une chose qui, au début de Bordeaux, c'était presque 100%. Ouais. c'est l'origine du vin de Bordeaux. Mais il y a vraiment ces côtés-là, cerises briottes, qui est très... On pourrait dire que c'est presque un pinot noir. On pourrait dire. À l'aveugle, on dirait. Il y a un peu plus de structure, c'est évident, il y a du tanin, très joli. Eu não tinha experimentado antes. Ça, c'est très 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 bon. C'est très joli. En fait, c'est mon père qui a commencé à refaire ça. Avant, c'était le vin qu'on sortait pour tous les jours. C'était mon arrière-grand-père ou autre. Parce que c'était un vin ça se buvait comme des longs. Hein, oui, c'était un vin facile à boire à l'époque. Donc on sortait ça, c'était bon. Mais mon père l'a remis en avant et à l'apogée des Bordeaux, toutes les personnes qui voulaient acheter notre vin étaient obligées de goûter le Clairé avant d'acheter.
Je suis très connu pour être très maladroit. Donc c'est normal. Merci, c'est très très bien. Alors, on passe au rouge. Oui, premier, c'est un Cabernet Franc sur une sélection Massal. Là, on a un peu d'évolution déjà. Oui. C'est quelle année? 2019. 19. Voilà. Pourquoi le Cabernet Franc? C'est pas ce que j'aime bien. Ouais. Et c'est, en fait, on a réussi à avoir une sélection Massal de pieds centenaires. Donc on est allé chercher des pieds centenaires à Pomerol. Et donc on a sélectionné les pieds qu'on voulait chez lui, les branches qu'on voulait, et on les a replantés chez nous. Une partie sur des graves et donc une toute petite partie sur argilo-calcaire. Dans le nez, on trouve déjà un peu ce côté fruit qui est déjà plus compoté, un peu plus cuit. Oh, c'est très bon dans la bouche. Ça reste très fin. Pendant qu'il est très fondu, là, belle acidité. Je fais une confession, parce qu'avec le nez là, un peu la couleur, je m'imaginais qu'il serait un peu Passé. oxydé, Oui. un peu passé, mais non, dans la bouche. Alors, Tradition. 2020. Bom, esse eu já experimentei algumas vezes. Para mim é um vinho que é muito bom, vale a pena, delicioso. Um vinho moderne. Très très peu de sulfite, 60 mg c'est assez faible. C'est une explosion de fruits là, la première fois que je goûtais. Là, on est un assemblage de c'est 90% Merlot, Ouais. 10% Cabernet Franc. Pas d'acidité, ça reste frais. Les fruits rouges, le côté vraiment joli du Merlot. Nous, je suis issu d'une famille très catholique. Donc le prêtre du village venait tous les dimanches manger à la maison. Ok. Donc Oh, ça non. s'est arrêté. Non, mais j'ai le prêtre qui est venu parce que je fais baptiser mes enfants dans Bien. 3 mois. Donc il est venu il y a 2 semaines manger à la maison Ok. avec ma femme. Et donc, il a bu ce ça aussi, repas. non? Ouais. Le... Ah oui, oui, oui. C'est Bien. une tradition. Tradition, voilà. Là, on profite quand même pour parler un peu d'histoire, mais vous êtes là, un familial depuis 1855, c'est ça? Oui. 6e génération. Ouais. T'as même pensé à être pavillon Oui. dans un moment de ta vie? Au début. Au début? Au début. T'as pensé quoi là avant d'être vigneron? Et Mon- pourquoi être vigneron? Mon histoire, c'est je fais des études, des études supérieures comme tout le monde. Dans Enfin, quel, tout le monde qui a la métier? chance de pouvoir le faire, en commerce international et logistique. Et je sors des études, je suis embauché à Paris dans une entreprise, une start-up. Je démarre dans cette entreprise, après je vais dans une autre entreprise parce que j'ai une opportunité de gravir les échelons. Et je me retrouve directeur d'une entreprise. Et j'avais dans l'idée de revenir, mais pas de revenir seul. Avant, c'était ton père? C'était Voilà. que mon père, ouais. Mon père et ma mère. Mais je me voyais pas avoir la même vie qu'a eu mon père. C'est-à-dire que mon père, il a beaucoup bougé, il est allé partout, et il n'était pas forcément toujours là. Ok. Et donc je me suis dit, est-ce que j'ai envie que mes enfants, de les voir en fait 6 mois dans l'année, parce que le boulot fait que je dois voyager beaucoup, que je dois aller voir beaucoup de clients et que je dois terminer tard. Et donc je me voyais revenir un jour, mais peut-être plus tard. Tout allait bien. On gagnait très bien notre vie, on avait un très joli boulot. Et notre père nous appelle et nous dit, bon, en fait, si personne ne veut reprendre, moi je vends. Et c'est ça l'élément déclencheur, c'est se poser la question de si on reprend, est-ce qu'on peut faire quelque chose propre à nous, qui nous correspond, qu'on peut amener quelque chose aussi de plus à la propriété. Et aussi, c'était qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, on a fait tout le pour et le contre, et on a réfléchi quand même pendant 8 mois, parce qu'il fallait reprendre nos études aussi. On voulait apprendre à faire du vin. On est reparti à Bordeaux à 31 ans, faire l'école d'ingénieur de Bordeaux pour apprendre à faire du vin, pour apprendre à faire du vin à l'international. Donc, on a pris un cursus international. Donc voilà, et il fallait qu'on apprenne la chimie, biochimie, comment marchait la plante, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la durée de vie de la plante. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui à avoir changé plein de choses et à la fois très peu. Les Malbec. Donc, bom, a gente discutiu pouco aqui no vídeo, mas Malbec era uma uva muito plantada aqui em Bordeaux, já falei em alguns vídeos meus também sobre isso, mas acho que é uma casta do futuro aqui em Bordeaux, até para
recolocar o Malbec no lugar do Merlot. On a discuté de ça déjà, mais au Brésil, on est très attaché au Malbec parce qu'on est très proche de l'Argentine, donc on a pas mal de Malbec là-bas, mais ce sont des Malbec assez différents. Ouais. Voilà, c'est un style différent de vinification. Là, je n'ai jamais goûté. Une petite production, hein, 3500 bouteilles, hein, c'est presque confidentiel, on dirait. On a 10 rangs de Malbec. Voilà. C'est tout petit. 2022, très joli millésime, c'est Bordeaux. Hein. C'est vraiment la couleur du Malbec déjà. C'est violacé. C'est cool, ouais. Très joli. Ah, mais ça, c'est un nez de Malbec sur les fruits, et vraiment assez mûr, assez noir. Oui. La mûre quand même. Ah oui, pour moi, C'est la mûre. Ou une cerise très noire. Oui, mais c'est très flatteur déjà. C'est costaud quand même. Oui. C'est sur les fruits, mais il y a une structure là, c'est charpenteux. Ouais. Et pas forcément très concentré, très extrait comme le Malbec argentin. Normalement, on a un peu ces côtés que des fois c'est un peu trop. Là, c'est vraiment le Malbec très bien. Et caractère. Ouais. Ça va très bien avec une viande grillée. Oui. Avec un veau grillé, ça marche très bien. Super. Ah bon. Il y a un côté floral aussi. Bon, Malbec, vous vendez au Brésil ça? Oui, il va l'importer. Ça vai ser vendido no Brasil, então é um Malbec aqui de Bordeaux, super bem feito, tá? Isso aqui com churrasco. Désolé. Là, des cailloux, c'est notre parcellaire. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette parcelle-là? C'est un terroir complètement différent, donc c'est sur un coteau, 50 cm de pur caillou, et en dessous de l'argile, au milieu d'une forêt, et c'est de là d'où vient le projet d'agroforesterie. Parce que c'est une parcelle qu'on traitait beaucoup moins que toutes les autres, bien meilleure forme. Parce qu'elle était protégée. Elle était protégée, ouais. Et c'est dans un coteau. C'est sur un coteau, ouais, sur un vallon. Ça va drainer en fait l'eau. La plante a quand même besoin d'un stress hydrique à un moment pour se concentrer sur le raisin. En fait, elle a deux organes qu'elle veut pousser. Le premier, c'est ses branches. Donc c'est une liane. Le but pour elle, c'est d'aller de plus en plus haut. Oui. Si on veut qu'elle se concentre plus sur son raisin, qui est son deuxième organe, il faut qu'elle ait un stress hydrique pour se dire « Ah ben je peux plus pousser, donc je me concentre sur la grappe ». C'est ça. Oui, on reste concentré sur les fruits et pas sur la partie végétale. Bon là, j'ai mis le nez là un peu, donc là on sent un peu les bois déjà. Oui, il y a 12 mois de barrique. Ouais. Ça reste le côté barrique que j'aime bien, c'est très bien maîtrisé, c'est pas très opulent, c'est joli. Ça a du corps, ça a de la rondeur, c'est puissant. Ouais. Et alors pour finir, ça c'est ce que fait mon père, parce que il n'y a que lui qui s'en occupe. Nous on ne fait rien, on ne fait plus rien, donc c'est la cuvée de papa. Cuvée de papa, fait le 160 millions Grand Cru, 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Ouais, c'est fin. Là ça passe en bois aussi, un peu. Oui, dans des barriques de 400 litres. Vraiment sur des fruits aussi, mais ouais, c'est côté épicé à la fin, c'est très joli. Ouais, je pense qu'il n'a pas perdu l'habitude. Non, ouais. Très bon. Ah, c'est vraiment un exemplaire de Saint-Emilion, c'est très bien. Merci. Je lui dirais. Ouais, je lui dirais là que c'est très très bon. Étienne, merci pour tout ça que voilà, tu as fait découvrir aussi. Pardon. Les vins sont tous, chacun a un peu sa propre identité. Moi, je les aime bien. Merci aussi pour me faire déguster la cuvée de ton papa. À la fin, j'aimerais tout simplement dire encore que tu fais des vins qui sont très très jolis. Toi et ton frère, hein, en fait. Merci. Et de dire que ça serait toujours un plaisir de les voir un peu au Brésil, de les voir là-bas. Et je vais vraiment essayer de faire les gens connaître un peu plus. Parce que là, je pense que quand on trouve des vignerons qui font des vins comme ça, qui sont très modernes, qui sont bien faits, ils sont très abordables. Si je parle du prix là, je ne vais pas parler du prix forcément, mas ce sont des vins qui sont très, très abordables. Il faut soutenir des vignerons comme ça. Então, acabei de agradecer ele aqui, né? Fiquem aí ligados no canal. Tchau, grand merci. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.